Avais-je créé une motivation chez cet homme? Bien sûr, quand on peut créer une souffrance physique chez quelqu'un, une souffrance est une source de motivation incontestable. Cette personne fera n'importe quoi pour fuir la douleur et rechercher le plaisir. En même temps, j'ai interrompu son modèle de comportement. Tout le monde l'incitait à cesser de manger du chocolat. Pour ma part, j'ai exigé qu'il en mange. Il ne s'attendait pas à cela, ce qui a complètement brisé son modèle. Il a très vite associé des sensations pénibles à l'idée de manger du chocolat et, du jour au lendemain, une nouvelle voie neurale s'est créée dans son cerveau et son ancienne autoroute Hershey a été détruite au point de devenir méconnaissable. Lorsque j'avais un cabinet privé, les clients venaient me voir, s'asseyaient dans mon bureau et commençaient à me raconter leurs problèmes. Ils disaient « Voici mon problème », puis ils éclataient en sanglots sans pouvoir se dominer. Je me levais aussitôt en criant « Excusez-moi ». Cela les secouait et j'ajoutais « Nous n'avons pas encore commencé ». Généralement, ils répondaient « Oh, je suis vraiment désolé ». Ils transformaient aussitôt leur état affectif et parvenaient à se maîtriser. J'avais un plaisir fou à les observer. Ces gens qui avaient l'impression de ne pas se dominer me prouvaient sur le champ qu'ils savaient exactement comment modifier leur état d'âme. L'une des meilleures façons d'interrompre un modèle de comportement de quelqu'un, c'est de faire des choses auxquelles il ne s'attend pas, qui sont tout à fait différentes de ce qu'il a connu auparavant. Pensez aux façons dont vous pourriez briser vos propres modèles. Prenez un moment pour réfléchir aux façons les plus amusantes et les plus dérangeantes de perdre l'habitude d'être frustré, soucieux ou accablé. La prochaine fois que vous vous sentirez déprimé, sautez sur vos pieds, regardez le ciel et criez du ton de voix le plus idiot possible « Alléluia, mes pieds ne puent pas aujourd'hui ». Quelque chose d'aussi stupide détournera votre attention, modifiera votre état d'âme et celui de votre entourage, car les gens constateront que vous n'êtes plus déprimé, mais simplement dingue. Si vous voulez perdre l'habitude de trop manger, voici une technique tout à fait efficace, à condition de l'appliquer avec fermeté. La prochaine fois que vous vous observerez en train de vous empiffrer au restaurant, bondissez au milieu de la pièce, pointez du doigt votre propre chaise et criez à tue-tête « Cochon !». Je vous assure qu'après avoir fait cela 2 ou 3 fois en public, vous ne vous empiffrerez plus jamais. Vous associerez trop de douleur à ce comportement. Rappelez-vous que plus une manière de briser un modèle de comportement est outrageuse, plus elle est efficace. L'astuce quand on veut briser un modèle, c'est de le faire au moment précis où on adopte ce modèle. En effet, nos modèles subissent des interruptions quotidiennes. Quand on dit « j'ai perdu le fil de mes pensées », on indique que quelque chose ou quelqu'un a interrompu son modèle de concentration. Vous est-il déjà arrivé d'être en grande conversation avec un ami, d'être interrompu pendant un moment, puis de revenir à votre ami en disant « Où en étions-nous » Cela vous est sûrement arrivé, et c'est là un exemple classique d'interruption de modèle. Rappelez-vous simplement que pour créer un changement alors qu'on a appris par le passé à éprouver du plaisir en empruntant un circuit aux conséquences fâcheuses, il faut briser cet ancien modèle. Il faut le brouiller jusqu'à ce qu'il ne soit plus reconnaissable. Trouver un nouveau modèle, c'est l'étape suivante, et se conditionner encore et toujours à ce modèle jusqu'à ce que nous l'adoptions de façon conséquente. Comment briser ces modèles affectifs et comportements limitatifs? Presque tout le monde peut changer en interrompant assez souvent un modèle. Une manière simple de briser un modèle consiste à brouiller les sensations que nous associons à nos souvenirs. Ainsi, quand nous nous fâchons, c'est uniquement parce que nous nous représentons les choses d'une certaine façon dans notre esprit. Si, par exemple, votre patron vous réprimande et que vous vous remémorez cet événement le reste de la journée, en imaginant sans cesse votre patron en train de crier après vous, votre humeur sera de plus en plus maussade. Pourquoi laisser cet événement continuer de vous influencer? Pourquoi ne pas simplement prendre le disque et l'égratigner tant et aussi longtemps que vous n'éprouverez plus ce sentiment? Vous pourriez même en rire. Tentez l'expérience dès maintenant. Pensez à un état qui vous rend triste, frustré ou furieux. Suivez ensuite les 2 premières étapes du conditionnement neuroassociatif que nous avons déjà expliqué. Si vous ressentez un malaise face à cette situation, qu'aimeriez-vous ressentir? Pourquoi? Ce sont les sensations que vous associez à ce malaise qui vous empêchent de ressentir ce que vous voulez. Ne serait-ce pas merveilleux d'envisager cet état avec sérénité? Maintenant, trouvez une motivation. Si vous ne modifiez pas vos sensations face à cette situation, comment vous sentiriez-vous? Assez moche, je parie. Voulez-vous payer ce prix et traîner continuellement ces sensations négatives ou cette colère à l'égard de la personne ou de cet état? Si vous changiez maintenant, ne vous sentiriez-vous pas en paix? Ne vous sentiriez-vous pas mieux? Le modèle de brouillage. Maintenant, alors que vous avez une motivation suffisante, brouillez vos sentiments paralysants jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement.
Après avoir lu ces lignes, suivez les étapes suivantes. 1. Remémorez-vous la situation qui vous perturbe. Examinez-la comme si vous regardiez un film. Ne vous laissez pas émouvoir, contentez-vous de la regarder une fois en observant chaque détail. 2. Reprenez le même événement et faites-en une bande dessinée. Asseyez-vous bien droit dans votre fauteuil et collez un grand sourire niais sur votre visage. Respirez profondément et remémorez-vous les images à reculons, aussi vite que possible, afin de voir tous les événements se dérouler à l'envers. Si quelqu'un parle, regardez-le ravaler ses mots. Passez le film à l'envers très rapidement, puis à l'endroit encore plus rapidement. Modifiez ensuite les couleurs des images de sorte que chacun ait un visage aux couleurs de l'arc-en-ciel. Si une personne en particulier vous dérange, faites-lui des oreilles aussi grandes que celles de Mickey Mouse et un nez comme celui de Pinocchio. Faites cela au moins une douzaine de fois, à l'endroit et à l'envers, de côté, égratignant le disque de votre image avec humour et frénésie. Ce faisant, inventez-vous une musique. Il peut s'agir de votre chanson préférée ou d'une musique typique des films de dessins animés. Associez ces sons bizarres à l'ancienne image qui vous dérange. Cela modifiera certainement vos sensations. L'astuce tient à la vitesse à laquelle vous repassez les images et au degré d'humour et d'exagération que vous y associez. 3. Pensez maintenant à la situation qui vous dérangeait et notez ce que vous ressentez. Si vous avez travaillé efficacement, vous aurez facilement brisé le modèle tant de fois que vous trouverez difficile ou impossible de reprendre vos sentiments négatifs. Vous pouvez employer cette technique à des événements qui vous dérangent depuis de nombreuses années. Cela est souvent beaucoup plus efficace que de tenter d'analyser le pourquoi et le comment d'une situation, car cette analyse ne modifie en rien les sensations que vous y associez. Si simpliste que cela puisse paraître, un brouillage efficace donnera des résultats dans la plupart des cas, même quand il y a eu un traumatisme. Pourquoi est-ce efficace ? Tout simplement parce que nos sentiments sont engendrés par les images sur lesquelles nous concentrons nos pensées, ainsi que par les sons et les sensations que nous associons à ces images. En modifiant les images et les sons, nous modifions nos sentiments. Ce conditionnement répété maintes et maintes fois rend plus difficile le retour à l'ancien modèle. Une façon de briser un modèle consiste à cesser simplement de l'adopter, à se sevrer. Si vous l'abandonnez à plusieurs reprises, la voie neurale s'efface petit à petit. Une fois la connexion neurale établie, le cerveau conserve toujours cette voie, mais si elle reste inutilisée, les mauvaises herbes l'envahissent car, comme pour tout, ce qui est inutilisé finit par disparaître. Maintenant que vous avez brisé le modèle qui vous limitait, vous avez le champ libre pour passer à l'étape suivante. 4e étape, trouver un nouveau modèle dynamisant. Cette 4e étape est absolument essentielle à la création d'un changement durable. En fait, l'incapacité de trouver une nouvelle façon d'évacuer la douleur et d'avoir du plaisir est la cause principale qui explique l'aspect provisoire de la plupart des tentatives de changement. De nombreuses personnes atteignent un point où elles sont obligées de changer, où le changement est une nécessité absolue, parce qu'elles associent une grande douleur à leur ancien modèle et un immense plaisir à l'idée de changer. Elles interrompent leur modèle, mais n'ont rien pour le remplacer. Rappelez-vous que tous nos modèles neurologiques visent à nous éloigner de la douleur pour nous rapprocher du plaisir. Ces modèles sont bien ancrés en vous, et même s'ils ont parfois des effets fâcheux, vous y revenez sans cesse, parce que vous avez appris que cette habitude pouvait éliminer la souffrance. De plus, vous ne possédez pas de meilleur moyen d'éprouver les sentiments que vous désirez. Si vous avez suivi chacune des étapes précédentes, vous avez clarifié votre but et écarté les obstacles qui vous empêchaient d'atteindre ce but. Vous avez trouvé une motivation et brisé votre modèle, et vous devez maintenant combler ce vide par un nouvel éventail de choix qui vous procureront les mêmes sentiments agréables, mais sans les effets négatifs. Une fois que vous aurez cessé de fumer, vous devrez trouver une nouvelle façon ou un ensemble de nouvelles façons d'obtenir les avantages que vous procurait votre ancien comportement. Par quoi pouvez-vous remplacer l'inquiétude ? Que diriez-vous de vous concentrer fortement sur un plan d'action pour atteindre vos objectifs ? On peut remplacer la dépression en mettant au point un moyen visant à aider les personnes dans le besoin. Si vous ne savez pas trop comment éloigner la souffrance et trouver un plaisir de remplacement à la cigarette, à l'alcool, à l'inquiétude ou à toute autre émotion ou comportement indésirable, vous pouvez simplement vous modeler sur les gens qui ont transformé leur propre comportement. Trouvez des gens qui ont réalisé des changements durables. Je vous garantis qu'ils ont remplacé leurs anciens comportements par de nouveaux. Mon ami Fran Tarkenton nous en fournit un parfait exemple. Fran et moi avions décidé d'animer ensemble mes émissions de télévision sur le pouvoir personnel. À l'époque, mon ami avait une habitude qui m'avait vraiment étonné. Il chiquait. Au beau milieu d'une discussion, il tournait la tête et crachait.
Cela ne correspondait pas à l'image que j'avais de cet homme fort et élégant, mais il mâchait du tabac depuis plus de 20 ans. Comme il me l'a avoué par la suite, c'était l'un de ses plus grands plaisirs dans la vie. Le tabac était un peu son meilleur ami. S'il était sur la route et qu'il se sentait seul, le fait de mâcher du tabac atténuait sa sensation de solitude. En effet, il a même confessé à un groupe d'amis que s'il avait à choisir entre le sexe et le tabac, il choisirait le tabac. Que pensez-vous de cette fausse neuroassociation ? Le chemin qu'il empruntait pour s'éloigner de la douleur et se rapprocher du plaisir passait par l'autoroute de la chic. Après de nombreuses années d'usage constant et de renforcement, il avait créé une grande ligne neurale entre le tabac et le plaisir. C'était donc là son circuit de changement préféré. Qu'est-ce qui l'incita à modifier son comportement ? Il finit par se trouver une motivation suffisante. Un jour, avec l'aide d'un ami, il se rendit compte que mâcher du tabac était tout à fait incompatible avec l'homme de qualité qu'il était devenu. Cette habitude prouvait qu'il manquait de contrôle sur sa vie et dans la mesure où c'était l'une de ses valeurs les plus précieuses, il ne pouvait pas y renoncer. Comme cette situation était trop pénible, il réfléchit au risque qu'il courait d'avoir un cancer de la bouche. Il imagina très précisément la maladie jusqu'à ce qu'il trouva répugnante l'idée de chiquer et développa une répulsion pour le goût du tabac. Ces images le motivèrent et l'aidèrent à briser le modèle qu'il associait autrefois au plaisir. L'autre clé des plus importantes fut que Fran découvrit de nouveaux plaisirs plus efficaces que le tabac. Il se mit à travailler comme jamais il ne l'avait fait auparavant et à produire des résultats qui firent de sa campagne d'informatique KnowledgeWare l'une des plus prospères de Wall Street. De manière encore plus forte, il décida d'attirer à lui une vraie compagne, car il en recherchait une nouvelle. Il rencontra la femme de ses rêves et apprit à éprouver, dans sa relation avec elle, les émotions et les sentiments qu'il n'aurait jamais pu obtenir d'aucune autre façon. Souvent, il suffit de briser nos anciens modèles pour que notre cerveau se mette automatiquement en quête d'un modèle de remplacement qui nous procure les sentiments souhaités. C'est pour cette raison que les ex-fumeurs prennent parfois de l'embonpoint. Leur cerveau cherche une nouvelle façon de créer les mêmes sensations agréables et, de ce fait, ils absorbent d'énormes quantités de nourriture. L'important, dans ce cas, est de choisir consciemment les nouveaux comportements ou sentiments destinés à remplacer les anciens. Étude sur la transformation. Le chercheur Nancy Mann a mené une étude statistique visant à évaluer le degré de réadaptation d'anciens toxicomanes et arrive à la conclusion que l'adoption d'un comportement substitut semble jouer un rôle important, même dans le domaine complexe de la transformation. Le premier groupe étudié a été forcé d'abandonner son inclination à la drogue par le biais de pression externe, souvent appliquée par le système judiciaire. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la partie qui traite de la motivation, la pression externe exerce rarement une influence durable. On s'en doute, ces femmes et ces hommes reprirent leurs anciennes habitudes dès que la pression disparut, c'est-à-dire dès la sortie de prison. Un deuxième groupe voulait sincèrement s'affranchir de la drogue et tenta de le faire seul. Sa motivation était surtout interne. De ce fait, les changements furent beaucoup plus durables et persistèrent souvent 2 ans après l'engagement initial des ex-toxicomanes. Toute rechute apparaissait généralement à la suite d'un stress important. Dans ce cas, les ex-toxicomanes revenaient souvent à la drogue comme moyen de fuir la souffrance et d'obtenir du plaisir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas trouvé de substitut à leur vieille voie neurale. Le troisième groupe remplaça sa dépendance par une nouvelle solution, par un élément qui lui procurait les impressions qu'il recherchait à l'origine ou peut-être des sensations encore plus agréables. Beaucoup engagèrent des relations enrichissantes, se tournèrent vers la spiritualité ou vers une carrière qui les passionnait. Ainsi, un grand nombre ne s'adonnèrent plus à la drogue et la majorité d'entre eux restèrent en moyenne plus de 8 ans sans faire de rechute. Les ex-toxicomanes qui réussirent à se débarrasser de leur dépendance suivirent les 4 premières étapes du conditionnement neuroassociatif, et c'est ce qui explique que leur succès fut aussi complet. Pour certains, toutefois, le changement ne dura que 8 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas franchi la 5e étape primordiale du conditionnement neuroassociatif.